Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Tech Lab pour la dernière conférence de ce second jour du InCyber Forum. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Sylvain Argy de Epios. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cet accueil. Je vous en prie. Nous avons 30 minutes de conférence que vous allez mener sur le thème de ce que le top 20 du CAC 40 a à cacher. Je vais vous laisser la parole afin que vous nous développiez cette conférence et ensuite, je pourrai revenir pour des questions-réponses. Bonne conférence à tous. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette conférence sur l'Open Source Intelligence, ou appelée également ROSO pour renseignement d'origine source ouverte. Alors une petite présentation, moi je suis Sylvain Argy, je suis le cofondateur de la communauté OSINT-FR. Peut-être que certains d'entre vous, certains membres, je vois certains membres ici présents. Nous sommes une communauté qui a une association que nous avons créée en 2019. Et en fait, cette association avait pour but de rassembler différents profils, aussi bien des juristes, aussi bien des personnes dans la cybersécurité, des personnes dans l'intelligence économique, des forces de l'ordre, etc., des journalistes, sur une seule et même plateforme pour s'échanger différentes pratiques, différents conseils sur le domaine de l'open source intelligence. Je suis également le fondateur de l'OSINT Village de Le Hack. Donc Le Hack, c'est le plus gros événement de hackers de France qui a lieu fin juin, qui s'appelait auparavant la Nuit du Hack, que certains d'entre vous connaissent. Eh bien, depuis 3 ans maintenant, on fait venir des speakers d'un peu partout dans le monde. C'est 2 jours de conférences uniquement en anglais, dédiés à l'open source intelligence. Et je suis également le fondateur de Epios, donc une entreprise française où on réalise des formations, de la sensibilisation, des due diligence pour certains de nos clients. Mais surtout, on est assez connu pour un outil OSINT qui est accessible sur epios.com, que vous pouvez utiliser, qui est assez reconnu notamment pour la partie gratuite. Donc on a une partie gratuite, on a une partie payante publique et on a une partie payante privée pour les forces de l'ordre et puis différents services gouvernementaux. En gros, nous, notre travail, c'est de faire un petit logiciel qui va vous permettre de désanonymiser, qui va vous permettre de retrouver l'activité et l'identité d'une personne derrière une adresse mail ou un numéro de téléphone. On est beaucoup utilisé sur du contre-terrorisme, on est beaucoup utilisé dans la lutte contre la fraude, fraude interne, dans différentes thématiques, etc., etc., etc. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas du tout le terme OSINT, bien que ce soit un terme qui soit beaucoup à la mode en ce moment, qu'on entend un peu à toutes les sauces. L'OSINT, c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence, qui est tiré du jargon militaire. Donc c'est une méthode qui va permettre la collecte et l'analyse d'informations librement accessibles. Alors une information librement accessible, qu'est-ce que c'est? Il y a une définition que j'aime beaucoup de Hervé Lotoque, qui est le directeur des opérations de Viginum, qui dit que pour que ce soit considéré comme librement accessible, il faut que l'information soit collectée sans ruse et sans stratagème et sans contrainte. Donc on ne va pas commencer à faire une réquisition judiciaire, on ne va pas non plus rajouter une personne en ami sur un réseau social. Une fois qu'on a cette donnée, cette information librement accessible, qui peut être également une information commerciale, eh bien, on va l'analyser et grâce à l'analyse, on va pouvoir en tirer un renseignement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'OSINT, ça existe un peu depuis la nuit des temps, bien évidemment. Il y a un document français de la gendarmerie aux armées en 1918 qui parlait déjà d'open source intelligence, où en gros, on récupérait les gazettes dans des zones de guerre pour voir combien de personnes étaient abonnées à tel journal local et donc avoir une prédiction de la population. C'était beaucoup utilisé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés avaient besoin de savoir si une opération était efficace, une opération de bombardement de ponts ferroviaires. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le prix des oranges aujourd'hui à Paris. Ils procédaient au bombardement d'un pont ferroviaire dans 2 jours. Et une semaine plus tard, ils regardaient le prix des oranges à Paris. Si le prix des oranges avait augmenté, alors l'opération était un succès, car c'était beaucoup plus difficile pour l'Allemagne nazie d'acheminer des oranges. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'OSINT, c'est cette mentalité de hacker. C'est cette mentalité de détourner un objet, un service, une information de sa fonction première vers une seconde utilité. Et un exemple qui est assez parlant sur ça, que j'aime beaucoup également, c'est peut-être que certains d'entre vous connaissent le pizzameter. Alors, le pizzameter, qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous travaillez au département de la défense américain, vous travaillez au Pentagone,
Et un jour, on vous dit, attention, là, va y avoir un gros conflit, va y avoir une grosse crise, va falloir que tu fasses des heures supplémentaires. Très bien, bah, vous faites des heures supplémentaires. Il est 22 heures, vous n'avez pas mangé, la cantine du Pentagone est fermée. Et là, votre chef, il est super sympa, il va dire, non mais t'inquiète, on va chercher des pizzas. Il va chercher des pizzas. Sauf que tous les autres bureaux, ils vont chercher des pizzas aussi. Et donc en fait, vous avez des personnes, des geeks, des nerds, des passionnés d'OSINT qui vont être sur Reddit, sur 4chan, et qui vont regarder la fréquentation sur Google Maps des pizzerias à proximité du Pentagone. S'ils voient que c'est plus fréquenté que d'habitude, alors il y a beaucoup plus de personnes qui achètent des pizzas, mais potentiellement beaucoup plus d'employés au Pentagone. Et donc ici, vous pouvez voir, notamment, par exemple, quand il y a eu un raid de missiles israéliens sur l'Iran, le 18 avril, eh bien, vous voyez qu'une des pizzerias, qui s'appelle Papa John's Pizza, avait une fréquentation beaucoup plus élevée que d'habitude, et donc vous pouvez prévoir, vous avez des signaux faibles qui vont vous permettre d'avoir de l'information et d'en tirer un renseignement. Mais alors, mettons-nous vraiment, on est dans un événement de cybersécurité, de sécurité informatique, mettons-nous vraiment dans la peau d'un RSSI, et peut-être que vos problématiques, c'est de vous défendre contre les menaces. Il faut savoir que l'OSINT va être utilisé par différents profils. Ça va être utilisé bien évidemment par les script kiddies, qui vont le faire par challenge, qui vont vouloir s'amuser à faire du swatting, donc envoyer les forces de l'ordre, le GIGN, le RAID chez un autre gamin qui les a tués sur Counter-Strike ou sur, ou sur n'importe quel jeu vidéo. On va avoir bien évidemment les cybercriminels qui vont faire de l'activisme, qui vont mener des opérations de fraude au président, et donc ils ont besoin de faire de l'OSINT pour pouvoir préparer une fraude au président, pour avoir le bon jargon, pour avoir le bon numéro de téléphone à usurper pour paraître légitime, pour mener des cyberattaques, mais également pour mener des intrusions physiques. Moi, auparavant, avant de monter Epios, j'étais consultant en cybersécurité, spécialisé dans des choses très marrantes comme l'ISO 27001 et le RGPD, mais également dans du Red Team. Ma spécialité, c'était l'OSINT, l'ingénierie sociale et l'intrusion physique. Et pour mener une action d'intrusion physique, pour savoir quel type de serrure on va crocheter, quel type de protection, d'alarme on va avoir sur un data center, eh bien on fait de l'OSINT et on va récupérer énormément d'informations qui nous permettent d'avancer dans notre attaque et d'éviter d'être détecté par la Blue Team. C'est utilisé également par les employés, par des journalistes qui ont besoin de se conformer à des réglementations comme la loi Sapin 2, où vous avez une obligation de faire de la due diligence, du journalisme pour faire du fact-checking, mais ça va être utilisé aussi par des concurrents, bien évidemment, des concurrents qui vont avoir votre stratégie et qui vont adapter leur stratégie par rapport aux informations qu'ils ont récoltées et par rapport aux renseignements qu'ils vont en tirer. Et bien évidemment, on peut utiliser l'OSINT pour préparer des campagnes de communication. Un concurrent, en voyant que par exemple en faisant de l'OSINT, vous avez des défauts sur votre certification ISO 27001, peut-être qu'ils vont mettre beaucoup plus en avant leur certification ou peut-être qu'ils vont approcher des clients comme ça. Et également, c'est utilisé par des services de renseignement. Alors ces services de renseignement peuvent l'utiliser pour différentes choses, hein, pour connaître des stratégies d'entreprise qui sont plus ou moins amis avec un service de renseignement. Ça peut être utilisé par des services de renseignement français, mais également par des services de renseignement étrangers qui vont préparer des actions d'intelligence économique ou d'intelligence stratégique. Alors, comment trouver de l'information ? Une des choses qui est assez bateau, la première chose que vous allez regarder, c'est sur un site web. Vous allez faire de l'investigation sur un site web. Et peut-être que vous allez utiliser un outil qui s'appelle archive.org. Tout le monde connaît archive.org, peut-être ici. C'est des petits robots qui vont parcourir les pages Internet et qui vont en faire une sauvegarde pour vous permettre d'avoir une page Internet plusieurs années auparavant. Donc si vous voulez voir le site de Huawei 10 ans auparavant, vous pourrez voir le site de Huawei. Intéressant, peut-être qu'il y aura un organigramme. Peut-être qu'il y aura des informations clients qui étaient affichées sur le site 10 ans auparavant, mais qui maintenant ont disparu. Et en fait, vous avez une petite technique qui est assez intéressante, c'est le fait de rajouter un astérisque dans votre URL à deux endroits, où en fait, vous allez demander à archive.org, montre-moi l'ensemble des informations, l'ensemble des URL que tu as capturées sur cette page Internet, qui commence par cette URL. Et en fait, c'est assez intéressant parce que certaines entreprises, par exemple celle-ci, qui est une entreprise du monde militaire qui travaille depuis pas mal de temps sur la fabrication de matériel militaire, eh bien vous pouvez voir, juste avec cette petite technique, un fichier PDF qui vous donne l'ensemble des sous-traitants
des différents chantiers. Alors, c'est des sous-traitants qui datent de 2005, de 2007, de 2008. Mais peut-être que c'est une information qui va être encore utile, parce que des sous-traitants qui travaillent dans la fabrication de sous-marins nucléaires, ça ne change pas tous les 4 matins. Vous allez avoir également de la formation stratégique qui va être récupérée avec Papers. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Papers. Ça vous permet, c'est comme société.com, mais gratuit, vous allez avoir les statuts juridiques d'une entreprise. Mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Vous pouvez aller sur Papers Justice et voir potentiellement s'il y a des jurisprudences, des décisions de justice connues de cette entreprise. Et donc potentiellement des actions au prud'homme. Et donc vous pouvez connaître l'ambiance, l'écosystème des employés au sein d'une entreprise. Et ça peut être utilisé bien évidemment par une puissance étrangère. Ça peut être utilisé par un concurrent qui sait très bien que, eh bien, par exemple, votre entreprise a plusieurs conflits sur cette thématique. Eh bien évidemment, le concurrent va utiliser cette information pour pouvoir approcher des collaborateurs. Vous avez quelque chose qui est assez intéressant également, qui est WIPO International, qui est un site web qui va référencer l'ensemble des brevets qui sont déposés par une entreprise. Alors, vous travaillez peut-être dans des entreprises qui déposent des brevets, et vous avez le droit, bien évidemment, vous avez le droit de faire de la R&D, vous avez le droit de protéger votre R&D, et donc vous voulez protéger bien évidemment les collaborateurs qui font la R&D. Et donc, ils ne sont pas sur LinkedIn, ils ne sont pas sur Twitter. En revanche, quand ils déposent le brevet, vous pouvez, par exemple, ici, en mettant PA2.BAE System, je vais demander au WIPO International, montre-moi l'ensemble des brevets qui ont été déposés par l'entreprise BAE System. Et là, on va voir que le dernier brevet qui a été déposé, c'est un brevet de Secure Communication Systems. Donc, je sais que BAE System travaille sur un nouveau système de communication sécurisé. Mais surtout, je veux voir que l'inventeur, c'est une personne qui s'appelle David James Sullivan. Et donc, potentiellement, je vais pouvoir deviner une adresse mail, david.james.sullivan@bae-system, et je vais pouvoir l'approcher. Alors que c'est une information qui est potentiellement, qu'on essaye d'éviter d'afficher. Autre chose, on va regarder les marques, les dépôts de marques. Ici, vous avez par exemple l'entreprise NordVPN. Eh bien, vous pensez que c'est une entreprise lituanienne ou une entreprise anglo-saxonne, parce que vous voyez que NordVPN, la marque a été déposée par NorthSec Ltd au UK. Mais vous vous apercevez que pour le marché américain, la marque a été déposée par une entreprise qui s'appelle T-Fincom SA, qui est basée au Panama. Et donc pour de la due diligence, à des moments, c'est tout bête, mais vous pouvez voir certains schémas. Alors je ne dis pas que NordVPN est illégal, hein, bien évidemment, mais vous pouvez voir par exemple certains schémas d'optimisation fiscale, d'évasion fiscale, de financement du terrorisme à des moments, juste avec ça. Parce que vous allez voir quelle est l'entreprise qui a déposé la marque ou quel est le cabinet d'avocats qui a déposé la marque. On va regarder les Google Analytics. Ça, c'est une chose qu'on oublie très régulièrement. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin de connaître la volumétrie des personnes qui vont venir sur votre site web, de quel pays ils viennent, donc vous créez un compte Google Analytics. Et bien, une fois que vous avez votre compte Google Analytics, vous allez rajouter un petit script JavaScript dans votre page web. Et donc, à chaque fois qu'un visiteur va venir sur votre page web, il va contacter les serveurs de Google en disant « Bonjour, je suis un visiteur de France, des États-Unis, sous Firefox, et je viens de visiter un site qui appartient à tel identifiant Google Analytics, qui est un UA-quelque chose ». Vous avez créé votre compte Google Analytics, vous avez votre compte unique, et 2 ans plus tard, vous avez créé un nouveau site web. Mais vous ne voulez pas avoir un nouveau compte Google Analytics, vous voulez tout avoir sur la même page web, vous voulez avoir la même console. Donc en fait, Google Analytics va vous créer un nouveau code lié à votre compte Google Analytics, qui va être UA-le même code, -2 par exemple, parce que c'est votre deuxième site web. Et en fait, vous pouvez aller sur des services comme ozin.sh par exemple, où vous allez faire la recherche du code Google Analytics et ça va vous donner l'ensemble des pages web qui utilisent le même compte Google Analytics. Et donc grâce à ça, vous pouvez savoir l'ensemble des sites web qui sont gérés par le même compte Google Analytics. Si vous travaillez sur de la désinformation, c'est très intéressant. Vous pouvez retrouver des centaines de sites web qui sont gérés par les mêmes services de renseignement. Mais deuxième chose, si vous travaillez dans du marketing, vous travaillez dans une grosse banque, dans une assurance, eh bien, il y a un cas qui est assez avéré, qu'on a vu plusieurs années auparavant. Un grand groupe de l'énergie à l'international avait prévu de faire la communication sur une nouvelle entreprise. Et juste en faisant la recherche du code Google Analytics, on a pu retrouver un site web qui était géré par cette entreprise, mais qui n'était pas encore annoncé publiquement. Et donc 2 semaines, 1 mois avant l'annonce publique, on savait que cette entreprise allait
faire une annonce sur cette nouvelle marque et sur telle nouvelle stratégie. On va regarder également les favicons. Peut-être que si certains d'entre vous font de la strat Intel, vous utilisez ce genre de choses. On va faire un H sur la favicon. Vous savez, la petite icône qu'il y a dans le tab, dans les onglets, pour pouvoir voir l'ensemble des adresses IP qui utilisent la même favicon. Très intéressant si vous voulez investiguer sur des C2, sur des menaces cyber. Les criminels, bien évidemment, ils vont faire du planning notify. Ils vont regarder l'ensemble des trajets de jets privés de différents dirigeants pour savoir évidemment, soit en tant que journaliste, faire des reportages sur l'impact carbone de certains dirigeants ou de certaines entreprises, mais qui peut être utilisé aussi par des menaces qui veulent potentiellement approcher et potentiellement attaquer un dirigeant, ou alors sur un concurrent qui a besoin de savoir quel marché vous allez investiguer. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir, donc c'est public, hein, vous pouvez le retrouver, c'est une infographie de mémoire vive, où vous avez l'ensemble des trajets, par exemple, de jet privé de la famille Pinot. Et donc, potentiellement, ils étaient à Tokyo, donc potentiellement, ils ont fait une approche, ils vont ouvrir, ils vont faire un nouveau business à Tokyo. On va regarder également les leaks, les fuites d'informations. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ces fuites d'informations, vous allez avoir les Panama Papers, vous allez avoir les offshore leaks. Et en fait, juste à faire des recherches de noms-prénoms, de noms d'entreprise, vous pouvez avoir différents schémas d'optimisation fiscale ou d'évasion fiscale qui vont être retrouvés. Ou alors de proximité avec certains autres concurrents. Et une chose qui est assez intéressante, on parle souvent des fuites d'informations. Ces fuites d'informations sont assez intéressantes et mises à disposition publiquement par des journalistes, mais on parle très peu aussi des informations que vous pouvez retrouver ici, par exemple, avec une application qui s'appelle Lusha. Assez intéressant, hein, Lusha, parce qu'en gros, c'est un petit plugin que vous mettez sur votre navigateur Chrome, et donc vous allez avoir, ce plugin va vous donner une adresse mail et des numéros de téléphone de la personne. À l'époque, on avait le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron, qui a été affiché grâce à Lusha. Et en fait, alors là, je suis désolé, hein, j'ai mis une personne, un PDG du CAC 40, une PDG du CAC 40. Je ne vise pas cette personne particulièrement, c'est juste pour vous montrer que c'est accessible sur n'importe qui. Et donc en fait, beaucoup de personnes me disent oui, mais c'est une information qui est légitime, c'est un téléphone pro, etc. Certes, mais c'est une information qui peut être utilisée pour de la fraude au président. On peut très bien dire dans un scénario, je sais que son numéro c'est un tel, mais je vous appelle d'un autre numéro, etc. Et ensuite, on va pouvoir faire des vérifications pour voir si l'adresse mail ou le numéro de téléphone est bien valide. Et on voit bien que c'est un compte WhatsApp, par exemple, qui est lié avec la photo de profil de la personne. Et en fait, comme je vous disais, on peut faire ça sur l'ensemble des dirigeants du CAC 40. Et vous pouvez retrouver très facilement ce genre de choses. Alors moi j'ai des amis qui utilisent cela. Par exemple quand ils ont un problème de livraison avec certaines entreprises de livraison, ils appellent le PDG directement et ils disent voilà j'ai mon colis qui n'a pas été reçu, faudrait faire quelque chose. Eh bien je vous assure qu'en 30 minutes généralement c'est assez résolu s'ils arrivent à avoir le PDG au téléphone. Et en fait c'est assez marrant parce que ça c'est de la donnée personnelle. On est d'accord, c'est ultra sensible. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. La CNIL a rendu une très belle délibération qui dit que Lusha n'est pas soumis au RGPD. Bravo pour l'extraterritorialité des lois européennes. On met à poil les données, les coordonnées de certains dirigeants du CAC 40, de certains ministres, de certains dirigeants français, et ce n'est pas soumis au RGPD parce que la boîte est notamment basée en Israël. Alors, je tiens à vous préciser aussi une chose, vous pouvez voir, il y a également une délibération sur une entreprise française qui s'appelle Casper, K-A-S-P-R, qui fait exactement la même chose que Lusha, qui a été condamnée à environ 200 000 € d'amende il y a quelques mois par la CNIL. Donc on voit qu'on préfère privilégier des amendes sur des entreprises françaises que des entreprises internationales. On va avoir également les fuites d'informations qui sont accessibles par n'importe qui. Vous avez certains services publiquement accessibles pour moins de 7 € où vous pouvez faire des recherches d'adresses mail, de nom, prénom pour pouvoir récupérer des mots de passe, pour pouvoir récupérer des numéros de téléphone. Et là, par exemple, ce service, c'est 5,49 $ pour faire autant de recherches que vous voulez, mais valide 7 jours. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ici, vous allez avoir des anciennes adresses mail qui vont vous donner d'autres mots de passe. Et en fait, c'est assez intéressant. Alors là, c'est sur un dirigeant spécifique du CAC 40, où en gros, on va deviner son adresse email professionnelle. Donc ça, c'était dans un but, c'est une entreprise qui nous a mandaté pour vérifier l'exposition numérique des dirigeants et du COMEX, pour voir quelles sont les informations qui peuvent fuiter. Et en gros, sur ce dirigeant, on a pu voir qu'il y avait un compte Google. Jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, vous pouvez voir, vous pouvez aller dès maintenant sur epios.com, le faire par vous-même, tester votre exposition numérique dès maintenant, gratuitement. Et en fait, vous voyez le petit lien là ? Google Maps ? Eh bien, vous avez juste à cliquer dessus.
Et en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir les avis Google Maps d'un dirigeant du CAC 40. Alors ici, c'est rien, hein, c'est un ostéopathe. Donc, on lui dit, il donne un avis sur un ostéopathe à proximité de la Défense, pratique régulière depuis 10 ans, avec un effet très positif sur mon bien-être. Génial, super intéressant. Mais c'est pas assez croustillant. Comment une personne peut utiliser ça? Alors certes, vous pouvez, une menace peut squatter devant cet ostéopathe pendant des mois et des mois jusqu'à temps qu'il arrive pour essayer d'agresser le PDG. Mais en fait, on a eu un cas beaucoup plus grave sur un dirigeant à l'international, où en gros, on va pas faire de la due diligence uniquement sur le dirigeant ou sur le COMEX, on va regarder également le cercle familial. Alors bien évidemment, on demande les autorisations, on fait signer des autorisations au cercle familial pour vérifier leur exposition numérique, parce que vous allez avoir beaucoup de dirigeants, beaucoup de membres du COMEX qui vont faire attention à leur hygiène numérique, qui ne vont pas faire fuiter des choses. En revanche, leurs enfants qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, qui utilisent Snapchat, qui utilisent TikTok, eux, ils font fuiter beaucoup d'informations. Et donc on a eu un cas sur un dirigeant où un des enfants a mis un avis Google Maps sur un oncologue en disant: cet oncologue, ce praticien, accompagne mon père depuis de nombreuses années sur son cancer, etc. Ce n'est pas public que ce dirigeant a un cancer. Imaginez si demain on apprend que M. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a un cancer. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet sur le cours de bourse de l'action de LVMH? Eh bien tout cela, ça peut être utilisé par des concurrents, par des puissances étrangères. On va avoir également, à des moments, on va retrouver le compte LinkedIn de la personne. Donc là, on retrouve depuis l'adresse mail personnelle d'une personne, enfin, assez marrant parce que ici, c'est pas personnel, mais c'est l'adresse mail professionnelle, pardon. Donc prénom.nom @ le nom de l'entreprise. Et on voit qu'il y a un compte LinkedIn qui est lié. Parce que les privacy settings sur LinkedIn ont été laissés pour qu'on puisse le retrouver depuis une adresse email. Et en fait, vous allez me dire, d'accord, très bien, on connaît son nom, prénom, on retrouve son compte LinkedIn, on en a un peu rien à faire. Eh bien, ça vous permet de prouver que c'est bien la bonne adresse mail de la personne. Mais surtout ici, on a pu voir que cette adresse mail, elle a permis de créer un compte LinkedIn avec un pseudonyme. Et que le dirigeant, ce dirigeant, eh bien, en fait, il avait créé un faux compte LinkedIn pour rajouter en ami tous les employés de son concurrent. Assez intéressant, bien évidemment, pour faire de l'intelligence économique, mais peut-être que le concurrent, s'il s'en aperçoit, ne va pas être très d'accord avec ce genre de comportement. On va avoir à des moments ici où on trouve par exemple le compte PayPal de la personne, donc depuis un numéro de téléphone ou une adresse mail, avec les questions de sécurité sur PayPal. Et les questions de sécurité sont: quel est le nom de votre premier enfant et quel est le nom de jeune fille de votre grand-mère? Alors assez intéressant, parce que si vous avez les réponses à ces questions de sécurité, vous pouvez récupérer le compte PayPal et potentiellement utiliser ce compte pour faire de la fraude au président. Et en fait, quand on va chercher un peu le nom-prénom de cette personne qui appartient à un COMEX, eh bien, on va retrouver son arbre généalogique avec le nom de ce premier enfant et avec le nom de sa grand-mère. Et donc, on peut récupérer potentiellement ce genre de choses. Une autre chose qui est assez intéressante, à des moments, on va voir certains membres du COMEX qui n'ont pas une grosse exposition numérique, mais qui sont pris malencontreusement en photo lors de certains dîners avec certains partis politiques, alors que de base, ce sont des personnes qui ne se mettent pas en avant avec certains partis politiques. On va retrouver pire sur certains membres du COMEX leurs comptes sur des sites comme Adult Friend Finder, et donc voir que potentiellement, ils ont une activité extra-conjugale. Les personnes ont le droit de faire ça, et nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour accompagner ces dirigeants et ces COMEX, et leur dire attention, c'est une information qui peut être trouvée. Après, il faut avoir conscience que cette information est publique et potentiellement la retirer, ou alors potentiellement préparer de la communication de crise si cette information sera publiée d'ici quelques mois, etc. Et un outil qui est assez intéressant, c'est des outils de reconnaissance faciale comme PMICE. Donc ici, vous avez la photo d'un journaliste de Legend. Je suis passé sur Legend il y a quelques mois maintenant, de Guillaume Play. Et donc ce journaliste m'a donné l'autorisation de faire une recherche. Vous avez sa photo de profil sur LinkedIn, ici, ok? Eh bien, vous avez juste à aller sur ce site, PMICE, à téléverser, à uploader la photo de profil LinkedIn de la personne pour retrouver différentes photos de la personne. Ici, par exemple, nous avons cette même personne lors du Mobile World Congress à Barcelone il y a plusieurs années. Et en fait, l'outil est capable de le reconnaître dans une photo de plus de 200 personnes. Et en plus, il avait des cheveux à l'époque. L'outil est capable de reconnaître ce genre de choses.
Alors moi ça tombe bien, j'ai une calvitie, je me suis dit que j'allais être protégé, ben en fait non. La même chose ici, comme il était journaliste auparavant, il a couvert différents événements. Il apparaît dans certaines photos de certaines décisions de justice. Il est en arrière-plan flouté. L'outil arrive à reconnaître cette personne. Et en fait, c'est assez sensible parce que sur certains dirigeants, désolé, il y a beaucoup de carrés noirs, c'est beaucoup flouté. Mais vous comprendrez que j'ai besoin de protéger l'identité de ses clients. En gros, ici, sur un dirigeant, nous avons pu voir qu'il était allé à un événement de coopération avec la Chine, alors que ce n'est pas quelque chose qu'ils mettent en avant forcément. Vous avez pu avoir sur une membre du COMEX, ici par exemple, la personne avec de la reconnaissance faciale depuis la photo qui a été sur le site internet du groupe. Et bien juste en utilisant de la reconnaissance faciale, on tombe sur le site d'une municipalité qui prend en photo l'ensemble des fêtes de voisins. Et donc en fait, on voit dans quelle rue elle habite. Et on voit qui sont ses voisins, qui sont ses enfants. Et pire que ça, en fait, on a pu aller beaucoup plus loin. Malheureusement, on a tombé sur des photos de charme aussi. La personne a le droit d'avoir des photos de charme. Mais il faut avoir conscience que cette photo, elle est publique. Et elle va être utilisée potentiellement par quelqu'un. Elle peut l'assumer, mais il faut préparer les directions de communication, il faut préparer la crise. Et en fait, ça, c'est tout bête, hein, c'est une photographe qui avait utilisé cette photo pour faire une illustration sur son site web, sans demander l'accord. Alors quel est l'impact? Eh bien en fait on va avoir différents impacts. Peut-être que vous avez connu cette actualité qui date d'il y a quelques années déjà, la blackface du slip français. Le slip français, c'est une entreprise qui vend des sous-vêtements. Eh bien un jour, vous avez certains collaborateurs qui sont des vendeurs, qui ne sont pas forcément des VIP, qui font une blackface, qui les postent sur Snapchat. Eh bien ça a donné quoi? Ça a donné un boycott de la marque. Alors que ce n'est pas forcément sur les heures de travail. Ça ne représente pas la société. Mais vous avez eu un impact, une image de marque qui va être différente suite à ça. Et donc, communiqué officiel, etc. Alors, vous connaissez le slip français, peut-être que vous connaissez aussi l'affaire de John Galliano, qui a eu différents propos odieux. Et donc, la maison Dior a dû le licencier. Et donc, bien évidemment, un impact sur l'image de la maison Dior. Vous avez eu l'agression d'un PDG d'un assureur public, alors en 2012, qui a été fait. Mais plus récemment, vous connaissez peut-être également ce genre de choses, ce genre d'événements assez tragiques, d'un PDG américain qui a été tué dans la rue à New York, et également du PDG de la société Ledger qui a été kidnappé, etc., etc. Et en fait, vous avez d'autres choses. Les criminels vont utiliser, les puissances étrangères vont utiliser ce genre d'informations librement accessibles pour préparer des opérations d'espionnage. Vous avez un directeur commercial d'un grand groupe, c'est un communiqué officiel de la DRSD, d'accord? Ce directeur commercial va dans un salon à l'étranger. Il est bien sensibilisé, il ne prend pas son PC de travail, il le laisse chez lui, il prend un PC de déplacement. Son enfant organise un événement sur Facebook, une soirée chez lui. Pendant l'événement, le PC professionnel du père est disparu. Juste avec de l'information librement accessible. Et en fait, en conclusion, faites attention parce que, bien évidemment, le COMEX, les dirigeants, les personnes qui ont des accès à des informations confidentielles, stratégiques dans l'entreprise, ça peut être des personnes qui travaillent dans de la R&D, sur un nouveau produit, ce genre de choses, eh bien, peuvent être visées par différents types de menaces. Des menaces aussi bien étatiques, des menaces concurrentielles ou des menaces de gamins de 14 ans qui s'amusent en slip dans leur chambre après avoir joué à Fortnite. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Bien évidemment, on le répète toujours, je suis désolé, hein, ça fait plusieurs années que je travaille dans la cybersécurité, c'est toujours la même chose. Sensibilisation. Je sais que les COMEX, les dirigeants ont très peu de temps. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est on reçoit une demande du RSSI ou du directeur sûreté qui me dit « Ok, on a l'accord du COMEX pour faire une due diligence sur eux. » On fait la due diligence de notre côté et ensuite on prend un créneau de 10 minutes où on présente les résultats et on dit « Voilà, on va falloir supprimer ici, 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 ici les choses. » Et on communique cela à la famille et aux dirigeants. Parce qu'on sait qu'ils sont très pris, qu'ils n'ont pas forcément le temps et donc ça vous permet d'avoir vraiment une connaissance de l'impact et de pouvoir se sensibiliser. Vous connaissez peut-être cette histoire, hein, une personne qui travaillait dans un grand groupe français qui est partie au Brésil pour signer un gros contrat. Et quelques minutes avant de signer le contrat, elle reçoit un appel. « Oui, bonjour, vos enfants aujourd'hui sont habillés comme ça, comme ça, comme ça. Le contrat, vous n'allez pas le signer. » Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le signez ou est-ce que vous ne signez pas le contrat? Et donc, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver
bien évidemment, malheureusement, à nos organisations. Mettre en place régulièrement une veille sur l'ensemble de vos assets, sur l'ensemble des réseaux sociaux pour voir l'exposition de votre organisation et de vos VIP. Et également, quelque chose de tout bête, mettre en place des process avec les directions de communication qui, à des moments, font fuiter de l'information sensible. Mais en mettant en place ces process, eh bien, on se prémunit contre ces futures attaques. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si on a du temps pour des questions. Je serai juste ici. Vous pouvez prendre en photo mes coordonnées et avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour cette conférence très bien menée avec à la fois des exemples précis qui nous parlent tous. J'imagine qu'évidemment la cyberidentité est au cœur de la vie de chacun, puisque non seulement les moyens de communication se développent, mais en plus la communication par l'image maintenant peut se créer, notamment en plus des menaces que vous avez évoquées. Il y a maintenant l'intelligence artificielle à même de recréer des faciès, des films, etc. Donc là aussi, je suppose que ça doit être un de vos axes de communication. Si vous avez des questions, chers membres du public, je vous invite à voir Monsieur Hagery juste en bordure de scène, car malheureusement notre espace ferme. Je vous remercie en tout cas de votre présence. N'oubliez pas que demain, le cycle de conférences ici reprend au Tech Lab à 10h05. Je vous souhaite à chacun et à chacune une très bonne fin de journée ainsi qu'un très bon forum. Merci beaucoup. Et je tiens juste à préciser, je ne visais personne, ça peut arriver à n'importe qui, donc ne voyez pas ça de personnel si vous avez été identifié là-dessus. Vraiment, c'est à des fins de sensibilisation. Merci.